toutes et à tous, vous êtes bien sur Armada dans Bienvenue à l'Est, votre émission sur les cultures et les artistes d'Europe centrale et orientale, natifs et originaires. À la réalisation de l'émission, on retrouve Eric. Bonjour Eric. Gabrielle d'Antoine n'est pas en plateau, mais elle n'est pas loin. Vous la retrouverez pour la chronique Charts. Ça sera vers 19h24. Aujourd'hui, dans Bienvenue à l'Est, avec nos invités, on va parler musique, cinéma et littérature. Elle est chanteuse, peintre, compositrice, autrice et pédagogue. C'est la référence en matière de musique traditionnelle des Balkans. Elle est actuellement en tournée dans toute la France. Milena Geliaskova est avec nous. Bonjour Milena. Bonjour Jérôme. Bienvenue sur Armada. Franchement, ça me touche de l'invitation. On vous l'avait annoncé dans notre chronique cinéma la semaine dernière. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le cœur du festival L'Europe autour de l'Europe avec sa fondatrice et directrice Irena Bilic, ô combien professionnelle du cinéma européen, puisqu'elle a été aussi assistante réalisatrice de Spike Lee. Bonjour Irena, bienvenue sur Armada. On vous souhaite un bon anniversaire si c'est le vôtre, comme l'artiste plasticienne bulgare Liana Dimitrova, le tireur sportif slovène Raimond Nebrevec, champion olympique de tir à la carabine à 3 positions sur 50 mètres en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney, la basketteuse biélorusse Tatiana Lirtarovic, qui a évolué entre autres en France au club d'Arras Pays d'Artois et au Tarbes Guespé-Bigorre, le réalisateur français d'origine lituanienne Michel Hazanavicius, le footballeur international bulgare Krasimir Balakov et le basketteur serbe Igor Ragocevic. Une pensée pour la danseuse ouzbèque Tamara Khanum, à l'écrivain et cinéaste estonien Lennart Meri, qui dirigeait l'Estonie de 1992 à 2001, et au légendaire compositeur grec Vangelis, qui étaient tous nés un 29 mars. Selon le dicton du jour, à la Sainte-Gladys, les arbres fleurissent, le mois de mars s'achève. Le 1er mars dernier, on a fêté Baba Marta, Martichor. J'espère que vous avez trouvé votre arbre fleuri. Dans tous les cas, on vous souhaite une excellente santé et beaucoup de bonheur. Moi, je vais trouver mon arbre. Voilà. Avant de retrouver Irena Bilic pour le festival L'Europe autour de l'Europe, et c'est un sacré festival, comme je vous dis, ça vaut bien 15 jours, ça vaut bien, ça vaut bien la peine d'en parler au moins 2 semaines. Eh bien, voici Milena Geliaskova avec Balkan. Elle chante Swefnalo Zwieke Shareno. A tout de suite sur Armada. Et oui, c'était donc que je... Swefnalo Zwieke Shareno. Voilà, le temps que je retrouve le titre. Swefnalo Zwieke Shareno, qui veut dire... Une fleur s'est épanouie, une fleur bigarrée s'est épanouie. C'est un chant que ma mère m'a transmis et que j'ai chanté depuis toute petite avec elle et avec ma grand-mère. La chanson se transmet. Oui. Et ben voilà, c'est très très beau et franchement, ça promet pour tout à l'heure. On vous l'avait annoncé la semaine dernière, le festival L'Europe autour de l'Europe aura lieu du 2 au 15 avril prochain. Cette 19e édition du festival L'Europe autour de l'Europe, vous voyez l'affiche qu'il y a à l'écran si vous nous suivez sur les réseaux, eh bien, il va vous faire découvrir des films venus de toute l'Europe, des courts et des longs métrages de fiction, documentaires, des films expérimentaux ou encore des rétrospectives dans plusieurs salles de cinéma à Paris. Le thème cette année, c'est Visage d'homme, visage d'histoire. Irena Bilic, fondatrice et directrice du festival L'Europe autour de l'Europe. Première question, déjà rebonjour, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Première question, Jérôme. Pourquoi ce thème visage d'homme, visage d'histoire ? Les thèmes du festival sont toujours un peu les orientations de méditation, disons, de réflexion. Et ce n'est pas, par exemple, nos compétitions ne respectent pas le thème nécessairement, bien que le thème oriente. Alors, les visages d'hommes et les visages d'histoire, et comme vous le voyez, vous pouvez le voir sur notre affiche,
il y a une foule, disons, il y a des gens, et dans la foule, il y a des visages. Et ça évoque à la fois des mouvements historiques, des mouvements de masse, des mouvements ça peut être aussi des manifestations sportives, je ne sais pas, mais en tout cas, ça évoque la société, ça évoque aussi par leurs costumes l'histoire, peut-être les périodes différentes. Et puis dans cette foule, vous avez des visages, et vous avez des visages anonymes, et vous avez des visages d'acteurs. Vous reconnaîtrez les actrices du siècle dernier. Alors, donc, c'est au fait, très brièvement, pour résumer peut-être, qu'est-ce que c'est l'histoire sans visage? Oui, Et c'est ça. toute histoire a ses visages, voilà, toute période, tout mouvement. Et donc, voilà, c'était un peu un chemin de réflexion. D'accord. Alors, on va présenter quelques films. Il y a 3 compétitions. Le prix Sauvage, le prix Présent et le prix Sauvage Corto, avec des jurys prestigieux et internationaux. Alors, pour le prix Sauvage, on aura donc 9 films, dont Mindsights d'Amina Henke, le superbe film La femme sur le toit d'Anna Jadowska. Je l'ai vu personnellement, j'ai accroché, c'est vraiment un monstre. Vous avez vu la semaine dernière, si vous étiez avec nous, la bande-annonce. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast, bien sûr. Et Sweet Dreams de la réalisatrice néerlando-bosnienne Ena Sendijarevic. Alors, cette histoire sur cette île indonésienne isolée durant les derniers jours de l'ère coloniale de Jan et de sa femme Agathe, puissant propriétaire néerlandais d'une plantation de sucre. Tout bascule lorsqu'un jour, Jan, de retour de chez sa concubine indigène, Siti, meurt soudainement sous les yeux de sa femme. Désespérée de maintenir les privilèges de son statut, eh bien, Agathe force son fils éloigné Cornelis et sa femme enceinte Joséphine à venir d'Europe pour reprendre l'entreprise familiale. Au milieu d'une révolte de travailleurs, Cornelis expose ses plans de changement progressif, mais lorsque le testament de Jan met Siti au premier plan de l'exploitation familiale, eh bien les idéaux se révèlent vains. Voici la bande-annonce. Alsjeblieft, help ons. Kita racun saja mereka. Ini kesempatan kita. Het zijn vreemde tijden. Vreemde tijden. Kalau ada yang bertanya di mana Mister, bilang saja dia sedang sakit. Die Siti is dan een prostituee. Nee, dat is hier gewoon normaal. Normaal? Wij zijn hier niet gekomen om te overheersen. Overheersing is banaal. Selama aku masih hidup, aku yang putuskan apa yang aku lakukan dengan tubuhku. Siapa yang bicara soal tubuhmu? Die dingen gaan van vader op zoon. God heeft dat zo bedoeld. Ja, zo heeft God het godverdomme bedoeld. Bagaimana kalau semua orang memikirkan diri mereka sendiri? Dengan begitu, semua orang tak akan terlupakan. We zijn er niet veilig. Te veel onrust. Dat kan me niet schelen! Sweet Dreams, un film de Ena Sendrier. Voilà. C'est parce que j'ai pas le mot sous la. Sendijarevic. Elle me pardonnera, j'espère. Un film très fort, comme vous avez pu le voir. Pourquoi le choix s'est porté sur la sélection de Sweet Dreams? C'est pareil, je pense que c'est tout le bureau qui programme. Enfin, c'est le service Non, de programmation. c'est vraiment D'accord. moi qui programme après avoir vu, en ce qui concerne les compétitions, après avoir vu
un très grand nombre de films. Et ensuite, ce sont les choix. À la fin, c'est très simple. Vous pensez que quelque chose, c'est un bon film. C'est un film, pour moi, le critère après tant d'années. Le critère, c'est vraiment est-ce que j'ai envie de revoir ce film? Combien de fois? Une fois, deux fois? Est-ce que je le garderai? Et ça s'est avéré comme la chose la plus convaincante. Parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de films où vous les oubliez immédiatement. Et donc ça, c'est quelque chose après vraiment visionner, après avoir visionné peut-être 500 films. Ça, naturellement, j'ai des collaborateurs qui font des présélections. Je vois aussi, je vais au festival. J'aime bien les petits festivals parce que là, vous avez aussi des choses qui sont plus inédites, intéressantes. Vous pouvez faire des découvertes. Il faut dire que notre équipe aussi est une équipe multilingue, vraiment multilingue, c'est-à-dire qu'on parle de façon quotidienne 12 langues dans notre bureau, ce qui est une facilité. Ouais. Et puis nous n'avons vraiment pas peur de la diversité, nous aimons ça. Et c'est pour ça que vous allez trouver. Et nous avons non plus, je ne tiens pas du tout que tous les pays soient représentés en même temps, etc. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver dans ce programme de cette année un excellent programme belge. Et ça, c'est pour ça qu'il y a 3 films belges dans les compétitions. Et c'est comme ça. C'est aussi, il faut dire, pour un choix, une sélection, c'est toujours une question de moment. Ça veut dire que tout autour de vous influe sur ce que vous allez aimer, ce à quoi vous allez porter plus d'attention. Donc c'est quelque chose, peut-être dans 6 mois, ça aurait été tout à fait différent. Alors, pour prouver aussi que il y a plein vraiment de qualité dans ce festival, l'Europe, autour de l'Europe. Il y a une deuxième compétition qui s'appelle le Prix Présent et qui aura donc 10 films documentaires qui vont concourir, dont le très puissant documentaire slovène Zajeti Vizviru, ou son titre en anglais Snatched from the Source, de Maya Weiss. Il y a le film germano-arménien Landschaft de Daniel Köter et le film documentaire serbe Bottleman de Nemanja Vojinović sur l'une des plus grandes décharges d'Europe, Vinča en Serbie, autrefois un site archéologique du néolithique européen qui a été ravagé par les incendies. Aujourd'hui, site où travaille une communauté de collecteurs de bouteilles en plastique, les Bottleman. Le film suit les derniers jours de cette communauté, tandis qu'un boxeur au cœur simple, Yannicka, lutte pour devenir le chef de ce groupe, mais dans un système à la hiérarchie loufoque. Voici le trailer. Đakovi da mi se vrate, inače, brate mili, kad mi krenemo da krademo. Ja sam moj odradio danas. To nisi ti vuko dole, mene bole kurac. Digni na 20! Bottleman. Bottleman, un film donc il faut absolument aller voir, de Nemanja Vojinović.
C'est à voir, c'est même très surprenant, hein. Donc le prix Sauvage, il y a donc une troisième compétition, le prix Sauvage Corto, qui réunira 25 courts-métrages en compétition, parmi lesquels on trouvera le film ukrainien Under the Open Sky de Pavel Bouriak, mais aussi le film Aziz du polonais Alexander Jamalek avec Omaïd Kakar dans le rôle titre, le film d'animation La Légende de Goldhorn signé par la Slovène Lea Vučko, et enfin le film The Ghost You Draw on My Back, entre autres, hein, du film du Serbe Nikola Stojanovic, l'histoire de Sarah, une adolescente qui se rend dans une petite ville de province pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Le village, habituellement calme et perturbé par la construction de la nouvelle voie ferrée, tout en luttant contre ses peurs, eh bien Sarah trouve refuge chez un des ouvriers du chantier. Voici la bande-annonce. The Ghost You Draw on My Back, avec un accent anglais. Donc, vous avez vu, il y a plein de films, il y a 20 pays, c'est ça, représentés? Non, 34. 34 pays. Et je sais que, je me permets de le signaler, je sais que c'est une émission sur oui, je sais, mais l'Est. on peut parler de tout le monde. Mais c'est un festival qui est véritablement un festival européen. Nous avons une sélection, beaucoup de films qui viennent du Nord, nous avons beaucoup de films allemands, nous avons exactement. Des films de partout. On en a vu vous avez encore la choisi semaine ceux dernière. qui viennent de l'Est, je comprends, mais Ouais. au fait... Non, mais on en a montré encore d'autres la semaine dernière et dans la chronique cinéma. Bref, allez au cinéma, allez voir ce festival, c'est très enrichissant. Puis alors surtout, vous pourrez faire des rencontres et ça c'est bien. Par exemple, au niveau des jurys pour le prix Sauvage, eh bien, le jury sera présidé par le réalisateur Albert Serra, le réalisateur espagnol. Et il sera aux côtés de l'autrice Monica Fantini, le sociologue Christian Feigelsson et l'actrice Sophie Semin. Le jury du prix Sauvage Corto sera présidé par le réalisateur suédois Knut Wester, aux côtés de la productrice Tiffaine Robion et le réalisateur et acteur Vassili Sheman. Et enfin, le jury du prix présent sera présidé par la réalisatrice norvégienne Eva Charlotte Nielsen, aux côtés des réalisatrices françaises Béatrice Cordon et Anya Szczepanska. Ce dernier jury, c'est un jury 100% féminin. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est fait exprès? Non, vraiment, ou... non, ce n'est pas fait exprès. C'est parce que Eve Charlotte a eu le prix l'année dernière, le prix présent, et ensuite, il s'est trouvé que c'était... Anya Szczepanska ne pouvait pas faire partie du jury l'année dernière, donc elle est venue cette année, ce qui a déterminé les jurys. Mais je ne sais pas, quand nous comptons, il se trouve que c'est à peu près pareil, la présence des hommes et des femmes. C'est très bien. Mais on veut pas vraiment les compter. Voilà, parce que là, vous savez, quand vous remplissez les demandes de subvention, on vous demande aussi la structure sociale de votre public, l'âge, le genre. En fait, je suis absolument contre. Et donc, exact. Voilà. Non, mais comme quoi. Non, mais parce que j'en parlais le 8 mars dernier dans l'émission. Il faut savoir que l'IVG a été inscrit dans la Constitution en Yougoslavie en 1974, c'est-à-dire 50 ans avant la France. Et donc, nous, on se pose encore la question, alors que c'est vrai qu'en Serbie, c'est complètement normal. Voilà, avec des salaires égaux.
à ceux qui pensent. Voilà. Donc, alors, il y aura aussi un hommage qui est rendu au maître avec le franco-chilien Alejandro Jodorowsky et les frères Vittorio et Paolo Taviani du cinéma italien qui nous ont récemment quittés. Le film Padre Padrone fera même l'ouverture. Oui. Donc c'est pourquoi ce choix de film justement, de choix hommage? C'est aussi parce que les films sont excellents et parce que les films sont encore mieux quand vous les revoyez. Et puis parce que C'est des classiques. le deuxième frère est mort il y a quelques temps, donc j'ai trouvé que c'était le moment de rappeler le fait qu'il faut organiser des rétrospectives, revoir les films, qu'il faut les remettre en circulation. Et c'est vraiment un excellent film qui parle de la Sardaigne, mais qui parle aussi de l'agriculture, on pourrait dire maintenant primitive, mais en fait, la façon d'apprendre, la façon d'être dans la société, le rapport avec l'autorité, la famille, et avec une excellente bande son, avec ce procédé que vous retrouvez des Taviani, auquel les effets sonores et la musique signifiaient tant. Et puis, voilà, c'est aussi un hommage au cinéma italien, toujours un hommage au Très cinéma important. italien. Et donc, c'était approprié. Ce n'est pas une rétrospective, c'est une petite revue de quelques films. Et puis aussi, il faut dire que Isabelle Huppert nous fera honneur de présenter le film Les affinités électives, très peu Très peu vu. Donc Isabelle Huppert sera donc au Festival Europe autour de l'Europe à l'ouverture. Donc Pas à avec- l'ouverture. pas à l'ouverture. Durant le festival. Durant le festival, elle est Voilà. très occupée. Voilà. Alors donc, comme on vous a dit, il y a plein de rencontres dans ce festival. Je sais, j'y suis déjà allé. Donc, et il y a des événements que le public fera. Il y a les avant-premières mondiales avec notamment le film polonais Insurgés, les résistants du ghetto de Varsovie de Raphaël Lewandowski qui sera présent. Et alors, un ovni du cinéma, Panne d'essence, la dernière enquête de Philippe Marlowe, de Maurice Ronet, qui sera aussi présent, et Dominique Chapuis. Allez faire des rencontres C'est une merveille. cinématographiques. C'est une merveille. C'est une très mauvaise copie. C'est la pire des copies du monde. C'est génial. C'est la pire des copies du monde. Et Maurice, juste pour la toute petite anecdote, quand on fait les fiches pour le catalogue, donc Maurice est un ami, je le connais, je n'avais pas du tout l'idée qu'il avait fait ce film. Et donc il l'a envoyé régulièrement sur Film Freeway. Je l'ai regardé, j'étais absolument... regardé en équipe et on était éblouis, c'est un choc, c'est absolument merveilleux. Et donc, comme c'est lui qui l'a envoyé, je dis, mais Maurice, est-ce que tu peux m'envoyer la biographie des réalisateurs? C'est du réalisateur, c'est qui, d'où vient ce film? Il dit, c'est moi. Excellent. C'est merveilleux, c'est vraiment je ne sais pas s'il y a un moyen, il y a déjà la Bibliothèque nationale qui l'a un peu restauré tant que c'était possible, parce que vous imaginez ça. Mais néanmoins, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On a tellement de films parfaits, mais bon, qui ne sont pas si importants. Et celui-ci, et c'est le coup du cœur du festival. C'est le coup de cœur du festival. Donc, allez au cinéma, allez voir le festival. Ça donne très envie. Ça donne très envie. Non, puis même, en plus, on fait vraiment plein de rencontres, quoi. Enfin, puis les rencontres, c'est important dans le cinéma. 84 invités l'année dernière. Et cette année, je ne sais pas, j'ai pas encore, mais voilà, Pas encore compté, il y aura beaucoup de films présentés, beaucoup de débats. Voilà. Donc c'est ça. Si vous faites partie donc du milieu cinéma, allez au festival, faites des rencontres, c'est très important. C'est donc du 2 au 15 avril prochain et dans plusieurs salles partenaires du festival, donc avec le Christine Cinéma Club dans le 6e, la Fondation Jérôme Sédou-Pathé dans le 13e, le Lincoln près des Champs-Élysées dans le 8e, les 7 Parnassiens et le Centre Paris Anime Montparnasse dans le 14e, le Studio des Ursulines et la Filmothèque du Quartier Latin dans le 5e et dans la salle du The Theme Gallery dans le 10e arrondissement. Faut vraiment y aller. Enfin, on peut retrouver donc toutes les infos sur
Evropafilmact.com, evropafilmact.com. Et comme vous voyez sur l'affiche, hein, il est noté en bas de l'affiche, le site, et ainsi que sur les réseaux Instagram, Facebook et YouTube, l'Europe autour de l'Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Irena, d'être venue. Je vais être obligé de te libérer parce qu'il y a beaucoup de travail justement dans ce festival. Je te remercie vraiment beaucoup d'être venue. Et puis donc du 2 au 15 avril, vous savez quoi faire. Vous allez au cinéma. Merci Milena. Merci beaucoup, merci, Irena. J'ai le livre. Merci Jérôme. Ouais. On va se retrouver tout de suite après les charts de Gabriel qui nous les a envoyés d'un très joli pays où elle se trouve. Bonjour à tous, c'est Gabriel. Je ne suis pas là mais je ne vous abandonne pas. Je vous retrouve en mode full radio. Les actualités musicales pleines de nouveautés. Des clips tout frais sortis de cette semaine qui nous viennent de Bulgarie, République tchèque et Pologne. On commence avec un clip de Bulgarie, c'est Ludnica des chanteurs Aziz et Lydia. Avec bientôt 4 millions de vues en 9 jours, ce titre classé top 1 Spotify et YouTube est plein de surprises, avec une ambiance et un casting haut en couleur. Dans un bar punk rock, on retrouve une multitude de personnages plus déjantés les uns que les autres, allant du couple de borgnes punk aux personnes âgées tout en paillettes, en passant par les jumeaux en costard lunettes de soleil. Tous les styles et personnalités se côtoient, les maquillages, coiffures, vêtements et accessoires sont étudiés, et ce mélange est super sympa à observer. D'autant plus que l'ambiance dans ce bar est elle aussi bien mouvementée, à base de concerts rock live, de danse, d'embrouilles, de drague, d'alcool, de jeux et d'argent. Le tout est pourtant très amusant et drôlement dynamique, mais ne sert que de décor pour la storyline des deux protagonistes, pour le couple plus conventionnel. Le fameux couple de la serveuse blonde aux airs de Barbie et le barman viril, maître des lieux. Il s'agit d'une histoire de couple plongé dans l'attraction-répulsion, accompagnant parfaitement l'électricité qui se dégage de l'environnement. Tout le monde semble être survolté, d'ailleurs c'est aussi le cas dans les paroles qui se transforment en véritable baston du couple, basé sur la volonté de destruction même s'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Comme revendiqué dans les paroles, ils savent que leur amour n'est pas normal, mais c'est finalement main dans la main qu'ils repartent de cette maison de fous comme ils l'appellent. Le mélange de genres se retrouve également dans la musique, avec des sonorités 100% orientales, genre tambourin, clarinette et vocalise, mais aussi une guitare électrique qui vient apporter du mordant à ces morceaux bien allumés. Direction maintenant la République tchèque, avec Sergej Barracuda et son titre sorti il y a une semaine, Smiej se Ted. Avec bientôt 400 000 vues, il fait top un YouTube et Apple Music. Ce morceau mérite son succès tant le chanteur surprend par sa voix profondément grave, dans ce rap à l'instru assez banal qui ne sert qu'à rythmer son débit de parole. L'apparence du chanteur est elle aussi particulière, avec son visage jeune mais ses traits profondément marqués. On retrouve pas mal d'éléments connus chez les rappeurs, des tatouages sur le visage et des sourcils taillés, mais son look et son attitude sortent tout de même du lot. Il en devient presque hypnotisant. Néanmoins, c'est une fois de plus le retour du mythe de l'argent, des voitures, des cigares et des beaux apparts. Évidemment, on retrouve à ses côtés la femme blonde, qui devient un tour de rôle écolière, policière ou encore danseuse de pole dance. Bien qu'on retrouve tous ces clichés, le clip se démarque par sa direction artistique originale, par moments particulièrement poétiques, qui fait parvenir des scènes au symbolisme fort. On le voit se dédoubler et discuter avec ses différentes versions de lui, ou encore dans son cercueil à son propre enterrement, entouré de ses proches qui pleurent de rire. C'est d'ailleurs le message du morceau « Il vaut mieux rire maintenant et pleurer plus tard ». Un message qui fait écho à sa vie qu'il a décidé de conduire dangereusement, entre deal de drogue et réglage de comptes avec ses ennemis, toujours dans l'excès, la violence et le trash des paroles vulgaires et misogynes. On s'envole en Pologne à présent, avec un chanteur dont je vous avais déjà parlé pour son tube de la Saint-Valentin, qui était resté au top des charts pendant des semaines, c'est Kizo. Son nouveau titre partagé avec les artistes Mlody Clarkson et Mig est sorti il y a 3 jours et s'approche déjà du 1 million de vues. Ça s'appelle Co ti mi dasz, ale to drill. Encore une fois, on retrouve les ingrédients de base avec tatouages, survêtements de marque, lunettes de soleil et les gros 4x4, hélicoptères, avions et bateaux qui vont avec. Le clip met en scène un pseudo-gang absolument pas crédible, ils ont l'air tout gentils, le sourire aux lèvres, les mimiques peu convaincantes, même pas peur, on a presque envie de leur faire un câlin. Même leurs battles de danse sont amicales et manquent de dynamisme. Autant dans son ancien clip, l'autodérision du chanteur était claire et ne cherchait pas à se prendre au sérieux, autant là c'est plus difficile de comprendre si c'est du premier degré. On retrouve Kizo
en grosse fourrure noire et blanche façon Cruella, mais version motif jeu d'échecs et bulldog. Les quelques effets spéciaux incrustés sont eux aussi vraiment cheap et ringards, tout comme cet instru électro aux basses démodées. Les paroles sont assez banales à base de voitures et de couples qui va mal, avec tout de même quelques punchlines sympas. Mais comme souvent dans les clips que je vous propose, même dans les titres moins réussis, il y a toujours un moment où le son ou les images se démarquent, rendant les morceaux d'un coup super intéressants. Restons dans l'automobile et toujours en Pologne, avec le morceau Drive de Gibbs en featuring avec Opal. Il s'agit d'une succession de plans de voitures dans tous les contextes possibles, au salon de l'automobile, en pleine course, en pleine réparation au garage, à fond sur le circuit, dans un tunnel en ville ou en pleine nature. Il y en a pour tous les goûts, avec voitures de course, de luxe, de rallye, de collection. On les bichonne et on les met à l'honneur tout le long de la vidéo. Les plans sont tellement parfaits qu'on dirait une publicité, avec tous les éléments qui nous mettent dans l'ambiance, genre flammes, fumée et néon. On sent qu'il s'agit d'un truc de passionné, les paroles mentionnent le mouvement, le rugissement et les grands espaces. On accentue la sensation de vitesse, notamment avec ce rythme évolutif vraiment réussi. Ça marche super bien grâce à cet instru drum and bass et les basses de funk façon Tokyo Drift. C'est une musique à écouter à plein gaz dans la voiture, on a envie d'augmenter le volume, et c'est d'ailleurs sans doute ça qui a permis au titre de se placer top 1 Spotify avec un clip à bientôt 8 millions de vues en un mois. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine sur le plateau avec de nouvelles découvertes et bonne émission à tous. Non, alors, chez les Balkans. Oui. Oui, si on peut dire les noms, pourquoi pas. Bien sûr. Alors pendant 20 ans, on a été les 4 mêmes chanteuses, 2 françaises, Martine Sarrazin et Marie-Madeleine Scalia, et 2 bulgares, Milena Rodeva et moi-même, Milena Gelaskova. Mais c'est vrai que la vie fait parfois des choses qu'on connaît tous, ça s'appelle des séparations. Et en 2017, Marie-Madeleine n'est plus avec nous. Donc depuis, il y a Anne Mogar qui est venue la remplacer pour un court laps de temps. Et ensuite, c'est Diana Borzeva, une 3e bulgare, qui a rejoint Balkan. Je ne l'ai pas créé, je suis d'ailleurs la dernière arrivée dans le quatuor. À l'époque, ce sont les 2 Françaises, Martine et Marie-Madeleine, qui se sont rencontrées à l'invitation d'une autre personne qui n'est plus là. Et elles ont chanté quelques chants bulgares à 3 voix. Elles ont fait un petit concert à Lyon, sur les Pentes. Et à ce concert, c'est mon homonyme, Milena Rodeva, qui est allée les écouter. Donc elle est allée les rencontrer, leur dire « Vous chantez vraiment très bien les filles, mais ce que vous dites n'a rien à voir avec le bulgare, ou très peu. » Donc du coup, elle les a rejointes pour, au départ, corriger seulement les paroles. Et puis petit à petit, quand elles ont découvert sa voix de baryton absolument hallucinante, une voix très grave pour des femmes, elle a rejoint le quatuor. Et donc elles ont fait un concert auquel j'ai assisté. Et donc la toute première personne, Sophie Tabakov, d'origine bulgare, est partie. Et donc moi j'ai pris cette 4e place vacante. C'est très intéressant cette histoire. Alors c'est une polyphonie. On fait de la polyphonie. Alors il y en a plein qui disent oui, les chants corses c'est de la polyphonie. Alors non. Alors que la polyphonie bulgare, ça existe réellement. Alors oui, dans l'absolu, oui, c'est des polyphonies, puisqu'il y a plusieurs sons. C'est ça la définition elle-même du mot. Oui. Mais chez les musicologues, on fait la différence entre une monodie arrangée et une vraie polyphonie. Qu'est-ce que c'est ? La monodie arrangée, et c'est un ethnomusicologue corse qui me l'a expliqué, c'est quand il y a une seule voix qui chante le chant en entier, avec les paroles, avec les... vraiment qui lead l'ensemble, et toutes les autres voix qui se greffent sur la mélodie pour mettre des accords. Si on enlève un autre chanteur, un chanteur qui ne fait pas le soliste, le chant continue d'exister. Si on enlève d'autres chanteurs, il n'y a pas de problème, mais si on enlève celui qui est soliste, il n'y a plus de chant. Exact. Ce qui prouve que des accords mis simplement ensemble ne font pas un chant et ne font pas une vraie polyphonie. Alors que dans la musique bulgare, dans la polyphonie bulgare, et pas seulement dans la bulgare, j'en connais plein d'autres qui
qui font de la même manière. On crée des mélodies, soit en parallèle, soit en contre-champ. Mais les 4 mélodies existent par elles-mêmes. Elles sont tout simplement dans le même rythme et prononcent les paroles de la même manière, ou bien font des bourdons, ça c'est commun à toutes les polyphonies, qu'elles soient classiques ou traditionnelles. Mais en tout cas, si on enlève une voix, le chant continue d'exister. Si on enlève la chanteuse qui lead, qui a la voix principale du chant traditionnel tel qu'on le connaît à travers les générations, il n'y a pas de problème, les autres voix continuent d'exister. C'est ça la vraie polyphonie. Eh ben merci de nous ouvrir les oreilles du coup. Alors, je ne sers pas mon dégoût, tu me disais en préparant l'interview, je ne sers pas mon dégoût, je sers la Bulgarie. Est-ce que la Bulgarie, pour toi, c'est ton cœur, c'est ta respiration, c'est ton inspiration ? Oui, vraiment. Ouais. Mais il a fallu que je vienne en France à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire m'éloigner de mon pays, de ma culture, de ma langue, de mes parents, pour me rendre compte combien ce pays est important pour moi. Je crois que c'est très souvent le cas pour tous les gens qui s'exilent, que ce soit volontairement ou pas. Et en tout cas, c'est en France que j'ai découvert ce trésor qu'on a, absolument incroyable, et qui est superbement bien préservé à travers les siècles, les chants traditionnels. Et pas forcément des polyphonies, il y a beaucoup de monodies, et c'est d'ailleurs ça la vraie tradition. La polyphonisation est venue très tardivement au XXe siècle. Mais c'est vrai que d'être en France, d'être coupé des miens et de ma culture, et ben en fait, du coup, j'ai eu envie d'y aller, quoi, dans mon métier, dans mes occupations, de servir cette musique ancestrale et sublime. Et au-delà de la musique, puisqu'on va voir tout à l'heure ton livre intitulé La Bulgare, aux éditions Hello, chez Hello Éditions, tu respires la Bulgarie. Enfin, c'est vraiment, ça va au-delà de la musique, ça va même dans l'écriture. On va en parler tout à l'heure. Je pense que c'est une mission et c'est vrai que quand on est artiste qui a une petite notoriété, on peut très facilement rentrer dans quelque chose de très égotique, de très auto-centré, en faisant les scènes, voilà, à droite à gauche, on est sollicité, il y a des interviews, des articles, c'est très bien tout ça. Ouais. Mais si j'avais pas mes racines fortes et si j'avais pas l'inspiration que la musique traditionnelle bulgare me donne pour œuvrer, ou bien les couleurs des icônes byzantines qui m'inspirent pour mes tableaux, ou bien les auteurs bulgares fantastiques que je lis maintenant mieux que je suis en France que quand j'étais en Bulgarie, qui m'inspirent pour écrire. Voilà, au fait, je suis énormément riche de mes racines, et quand on a cette chance-là, on ne peut pas être dans l'ego, c'est juste pas possible. Ah, c'est génial. Alors, en parlant de partage, Balkan se produit aussi avec André Manoukian. Comment elle s'est faite, cette rencontre entre vous deux ? Enfin, entre vous deux, entre vous 5, du coup. Oui. Alors, André nous a appelés. C'était déjà un rêve de travailler avec lui. C'est une personne non seulement érudite, mais un musicien absolument fantastique. Pianiste, le piano étant mon premier instrument, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est vrai qu'on avait très envie de le connaître, de créer quelque chose ensemble, etc. Mais on lui avait envoyé d'ailleurs un de nos CD, mais il y a très longtemps. Et bien sûr, on n'avait pas eu de réponse parce que maintenant que je le connais, je peux très facilement pardonner. Il en reçoit sûrement une 30 par jour. Donc c'est juste impossible avec tout ce qu'il fait d'écouter tout ce qu'il reçoit. Et c'est au fait son grand ami et collègue Jean-François Zigel qui aime beaucoup Balkan et qui nous a beaucoup mis en avant pendant notre carrière, que ce soit en nous programmant au Théâtre du Châtelet, pendant les nuits de l'improvisation, en nous invitant dans ses émissions de télé ou de radio. Jean-François, lorsque André cherchait des voix bulgares pour son nouveau CD, il lui a dit « Mais pourquoi tu vas aller à Sofia ou en Bulgarie ? Il y en a 4 qui sont à Lyon. » Ben voilà. Donc du coup, André est allé écouter sur YouTube ce qu'on faisait et puis il nous a appelés tout simplement. Il a dit « Bonjour, je suis André Manoukian. Est-ce que vous voulez enregistrer sur mon CD et faire une tournée avec moi ?» Eh ben moi je vous propose juste parce qu'elles sont en tournée dans toute la France. Voici, ça a été pris à Jazz à Vienne. Au festival Jazz à Vienne, l'extrait vient de Jazz à Vienne. Ça s'appelle L'ange à la fenêtre d'Orient. À tout de suite.
Et c'était L'Ange à la fenêtre d'Orient avec Balkan et André Manoukian. Et c'est une musique à l'origine d'André Manoukian, alors. Oui, c'est une de ses compositions sur laquelle nous avons mis des paroles bulgares sur des plages de voix déjà conçues telles quelles. Sur plein d'autres morceaux, ce sont des chants traditionnels bulgares que nous avons incorporés dans ses propres compositions. Ou bien, nous avons chanté un jour un chant bulgare qu'il a adoré en plein soundcheck, et il a dit on va improviser dessus, et du coup ça a tellement plu aux musiciens que maintenant on le fait sur scène. C'est génial. Oui. C'est un vrai partage, hein, je remarque. C'est un vrai partage. Il y a même là on a vu une flûte jouer, enfin une flûte. C'est un doudouk. C'est un doudouk arménien, je tiens à le dire. Oui. Et ça c'est important, c'est un vrai partage, c'est vraiment une conversation vraiment entre plusieurs cultures, quoi. Enfin, oui, c'est comme ça qu'il a conçu Anouche, donc cet album qui est consacré à sa grand-mère. Il voulait vous avez vu, le percussionniste, c'est un Indien, donc il chante et il joue des percussions indiennes, des tablas. Guillaume, qui est absolument, c'est notre ange, qui joue le violoncelle et qui fait le lien entre nous tous. Il y a André, bien sûr, au piano, le doudouk, de temps en temps, de Rostom. Et puis, il y a les Balkans et Daphné Kritaras, une merveilleuse chanteuse grecque qui vient pour 2 morceaux aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment Bulgarie, Grèce, Inde, Arménie. C'est presque une petite route de la soie en soi. Ouais, donc vous pourrez retrouver Balkan et André Manoukian la semaine prochaine, le 5 avril, à Grande-Synthe, dans le département du Nord, au Palais du Littoral, mais aussi le 4 mai à Coutances, dans la Manche, au festival de jazz sous les pommiers, ou encore le 5 juillet prochain à Guebwiller, dans le Haut-Rhin. Toutes les infos sur ton site, www.Milena Jeliaskova, c'est Milena, M-I-L-E-N-A, Jeliazkova.com pour tous ceux qui nous écoutent. Où est-ce que ça en est les projets de Balkan prochainement ? Alors Balkan, c'est merveilleux tout ce qui se prépare pour Balkan. Déjà, nous avons signé avec une nouvelle tourneuse. La boîte s'appelle Son Petit Monde, et je la rejoins d'ailleurs demain à Babelman Music, au Salon des Musiques du Monde de Marseille, pour faire sa connaissance et pour élaborer notre stratégie. Et surtout, on a 2 projets magnifiques qui se profilent à partir de septembre. On a parlé de voix corse tout à l'heure, voix bulgare de femmes et voix d'hommes corse dans le même spectacle. Ça fait juste 25 ans que j'en rêve. On a très souvent été programmés des Corses et des Bulgares dans la même soirée, dans les festivals. Soit les Bulgares en premier, les Corses ensuite, soit l'inverse. Les 2 se sont produits. Et on s'est dit, mais c'est juste pas possible que les 2 vraiment pays... Enfin non, je vais exagérer, puis je vais me faire taper par les amis béarnais, occitans et tous les autres qui font des polyphonies. Non, mais c'est vrai que les polyphonies corses et les... vraiment connues pour être typiquement masculines, et les polyphonies bulgares connues pour être typiquement féminines, ensemble dans le même spectacle. Et on va se retrouver autour du thème du vivant. Parce qu'on s'est aperçu avec nos amis corses que la Corse et la Bulgarie sont liées par les plantes. Alors, je ne vais pas en parler longuement. Le moment venu, je vais raconter beaucoup plus. Mais voilà, nous allons travailler sur un spectacle autour des chants de rituels liés aux plantes chez les Corses et chez les Bulgares. Donc ça, c'est à partir de septembre, la création. C'est à partir de septembre. Et si tout va bien, tournée dès 2025, voilà. Ensuite, on a un autre magnifique projet, et ça aussi, on en rêve depuis très longtemps, c'est de faire une tournée en Bulgarie. Et si Dieu le veut, et tous les anges, ça sera possible en 2025. Tenez-vous bien, avec l'orchestre d'un jeune chef absolument merveilleux et très connu en Bulgarie qui s'appelle Levon Manoukian. Levon Manoukian. Fallait le faire. Non, franchement, c'est excellent. Donc, un vrai programme en perspective. Il est 19h58. On va faire une pause dans ce magnifique interview. Parce que après le journal, on va continuer. Pour l'instant, c'est l'agenda. C'est un grand événement pour la musique serbe. Le groupe Hurricane, trio féminin ô combien de talent, sera en tournée mondiale à partir du 3 mars, date où le trio chantera à Livno en Bosnie-Herzégovine. Elle chantera bien sûr en Serbie, en Slovénie, en Croatie, mais aussi en Macédoine du Nord le 13 avril, avant de s'envoler vers l'Australie du 19 au 27 avril pour
pour 5 concerts en passant par Adélaïde, Melbourne ou encore Sydney. Vous avez, comment dirais-je, faut aller voir sur ce... Voilà, vous avez les dates sur l'écran. Alors, on les réclame en Italie et dans d'autres pays. Pour la petite histoire, je leur ai demandé de venir à Paris. Surtout qu'il y a une des 3 chanteuses, Miona, qui est née à Paris. Donc voilà, elle est française de naissance. Affaire donc à suivre. Le Goethe-Institut vous invite à une rencontre le 4 avril à 19h avec les femmes qui ont jalonné la vie de Franz Kafka. Felice Bauer, sa fiancée de longue date, et puis Milena Jesenska, son feu vivant. Ces échanges de lettres au long cours avec la première et enflammés avec la seconde sont devenus mondialement connus. Lors de cette rencontre littéraire internationale, Magdalena Platsova, Marie-Philippe Joncheret et Daniel Dussault expliqueront comment elles donnent une nouvelle voix à ces femmes et tenteront de les faire revivre par la fiction. Rendez-vous au Goethe-Institut, 17 avenue d'Iéna à Paris, dans le 17e arrondissement. Toujours le 4 avril à 19h, le Centre culturel d'Ukraine vous invite au vernissage de l'exposition intitulée Fenêtres et pour découvrir surtout le travail de Volodymyr Piliak, diplômé de l'Académie des Arts nommé d'après Yevhen Epert Wrocław et l'Académie nationale des arts de Lviv. Il travaille et expérimente avec différents médias, notamment le graphisme, la peinture et l'installation. Il accorde une attention particulière aux objets d'art ou interactifs tridimensionnels. Récemment, il a travaillé sur les illusions d'optique, leur impact psychophysiologique et l'esthétique du minimalisme. On va en parler la semaine prochaine, je vous en dis pas plus. Le Centre culturel d'Ukraine, c'est au 22 avenue de Messine à Paris. Et puis un concert le 5 avril à 19h30 à la chapelle de Cernay à Hermont dans le Val d'Oise, à 20 minutes de Paris, avec la carte blanche donnée à Diana Matevosova pour un spectacle intitulé La guitare enchantée. Au programme, Johann Kaspar Merz, Miguel Llobet, Fernando Sor ou encore Francis Lay. Tout un programme. L'Institut slovaque à Paris vous propose le 9 avril prochain à 19h une soirée sur la musique ancienne slovaque avec la musicologue Viera Polakovičová. Elle fera des démonstrations musicales dans le salon de l'ambassade de la République slovaque en France au 125 rue du Ranelagh dans le 16e arrondissement à Paris. Réservation obligatoire par mail. si.paris@mzv.sk. Au niveau du journal, il est 20h01 sur Armada. En Bosnie-Herzégovine, les députés de la Republika Srpska ont adopté la nuit dernière leur propre loi électorale en réponse aux réformes imposées par le haut représentant international en vue de garantir de futurs scrutins libres et équitables. Je les cite. Au Monténégro, le coût du transport des biens importés de Chine et d'Asie du Sud-Est a explosé. La raison est le déroutage des porte-conteneurs qui font le tour de l'Afrique afin d'éviter les attaques menées par les rebelles Houthis du Yémen qui sévissent en mer Rouge. La Slovénie ne légifère toujours pas sur la fin de vie. La majorité de centre-gauche, invoquant un sujet clivant, envisage tout juste d'organiser un référendum consultatif sur la question. Donc affaire à suivre. La Slovaquie, elle est en pleine élection présidentielle pour succéder à Zuzana Čaputová qui ne se représente pas. Le premier tour a vu le candidat pro-européen et ancien ministre des Affaires étrangères Ivan Korčok arriver en tête avec 42,52% des voix devant le social-démocrate, l'ex-premier ministre Peter Pellegrini qui a rassemblé 37,03% des suffrages et l'ancien président de la Cour suprême et ancien ministre de la Justice Stefan Harabin qui ne compte que 11,74% des voix. À noter que la participation au premier tour a été de 51,9%. Le deuxième tour aura lieu le 6 avril prochain. Enfin, cette semaine au Théâtre Mogador, lors de la soirée Florent 2024, l'actrice Barbara Dorogovskaya, qu'on a reçue dans cette émission il y a peu, a été récompensée de 2 prix pour sa pièce Dialogue with the Dog. Juste celui de la meilleure création et celui de la meilleure pièce de théâtre. Un futur prometteur pour cette jeune artiste, Barbara Dorogovskaya.
Météo, si vous partez ce week-end, sachez que samedi après-midi, bien, le soleil brillera sur l'Europe centrale de façon générale, des nuages sur l'est de l'Europe. Côté température, les minimales iront de 10 degrés à Berlin, à Bucarest et à Prague, 11 degrés à Bratislava et à Budapest. Le minimum pour Sofia avec 7 degrés. L'après-midi, le mercure remontera en Bulgarie avec 25 degrés. Milan est rassuré. 25 degrés à Sofia et à Budapest. En Hongrie, 24 degrés à Košice, à Prague et à Berlin, 22 degrés à Bratislava, 27 degrés de maximum à Bucarest. Dimanche après-midi, eh bien, ce sera nuageux sur l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche et la Slovaquie. Des éclaircies sur la Biélorussie et la Pologne. Grand soleil en Bulgarie et en Ukraine. De l'orage en Croatie. Côté température, eh bien, les minimales iront de 8 degrés à Berlin et Sofia, 10 degrés à Košice et Bucarest, 9 degrés à Prague, 12 degrés à Bratislava, 13 degrés à Budapest. Les maximales, elles, iront de 18 degrés à Berlin, 21 degrés à Prague et Bratislava, 22 degrés à Košice, 24 degrés à Budapest, 26 degrés à Sofia et un magnifique 28 degrés à Bucarest. Nos amis roumains ont vraiment de la chance. On va continuer avec justement Milena Jeliaskova. Je vais y arriver. En plus, j'arrive tout le temps à dire ton nom. Et là, je ne sais pas pourquoi je bafouille. Milena Jeliaskova, faut retenir bien ce nom parce qu'il est magique. Parce que tu enseignes aussi. Oui. Et pas qu'un peu. Parce que, en fait, l'ensemble, tu as l'ensemble Milena Jeliaskova, Oui. qui fait des concerts, Oui. qui crée. Tu as participé à la Nuit de la littérature en 2023. Oui. Tu as fait fuir la pluie. Oui. Je tiens à le dire. Moi et mes élèves. Oui, toi et tes élèves, vous avez fait fuir la pluie. Il faut le faire. Tu étais là, oui. Et j'étais là. C'était vraiment magique. Donc c'était vraiment magique. Et alors, comment est né cet ensemble ? Alors voilà, j'enseigne les chants traditionnels bulgares depuis 2016 à l'Institut international des musiques du monde à Aubagne. Et depuis donc 3 ans, au moment où on parle de la nuit de la littérature, mes élèves étaient en fin de 3e année. Et donc, c'est une classe absolument fantastique, incroyable. Ils terminent là leur 4e année. J'ai le cœur déjà déchiré par le fait que je ne vais plus les voir tous les mois. Et donc, à leur demande, et puis absolument entièrement d'accord et enthousiaste de ce projet, ils m'ont demandé, et si pour ne pas arrêter de se voir, on crée un ensemble et faire des concerts ensemble. Et j'ai dit tout de suite oui. Parce que je leur fais une confiance absolue, je sais comment ils bossent, combien ils sont engagés, combien ils sont enthousiastes pour cette musique, combien ils l'aiment. Presque tous sont déjà venus en Bulgarie, certains voire 2 fois et qui reviennent encore cet été. Je ne pouvais que dire oui, et surtout nos voix tous ensemble, on est entre 8 et 12 en fonction des disponibilités de chacun, mais ça crée de la magie. Et oui, voilà, on était à la Nuit de la littérature l'année dernière. Non, mais voilà. non, mais c'est vrai, c'est un vrai niveau et franchement. Oui. Et alors, il y a une depuis peu, du coup, tu enseignes à la Philharmonie à Paris. Oui, j'ai été invitée au mois de mai l'année dernière. Luciana Penna, la responsable des musiques du monde, m'a appelée pour me dire j'ai entendu parler de vous, j'ai vu ce que vous faites sur Internet. J'aimerais qu'il y ait des chants bulgares à la Philharmonie. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir faire des ateliers ? J'ai dit bien sûr. Bien sûr, c'est un énorme. C'est comme tu dis, l'enseignement c'est important. Tu dis une bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie. Oui. L'enseignement c'est quelque chose qui te passionne. Énormément. Et encore une fois, on est dans cette histoire d'ego. Mais c'est la base même des polyphonies, qu'elles soient bulgares ou autres. C'est-à-dire que quand on est ensemble, quand on doit affirmer sa voix, tout en faisant de la place à la voix des autres, c'est le meilleur vivre ensemble que je connaisse. Que je connaisse. C'est une jolie fille. Et c'est vraiment par la musique qu'on arrive à apprendre à s'affirmer soi, tout en étant complètement ouvert aux autres voix et au monde de façon générale. Donc pour moi, c'est tout sauf égotique, c'est tout sauf autocentré. Disons que si je ne fais pas la place aux voix des autres, la mienne ne sera pas mise en valeur.
Et si les autres ne m'écoutent pas et que moi, j'arrive pas à le dire, ça veut dire que je ne sais pas m'affirmer suffisamment. Donc, faire des polyphonies, c'est un apprentissage humain de chaque instant. Et quand on trouve des camarades de jeu comme les Balkans depuis 26 ans ou comme mes élèves maintenant, qui ne seront plus mes élèves et on va professionnaliser l'ensemble, mais en fait, c'est juste un privilège immense dans la vie, c'est une vraie bénédiction. Et voilà, je donne ma lumière aux autres et ils me la rendent au centuple. Eh ben, non mais c'est génial. Ça donne envie d'aller te revoir, franchement. De venir chanter avec nous. De venir chanter aussi. Moi, je suis ténor, mais bon, après... Alors, tu feras... Ça gêne pas. Ça gêne pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, tu fais des stages, de l'initiation, des masterclass, de monodie, de polyphonie bulgare. Le prochain cours à la Philharmonie de Paris, c'est le 7 mai. Oui. Et cette fois-ci, c'est à destination des enfants. Donc, je serai avec des collégiens, une classe de collégiens de 6e, qui vont venir s'initier au chant bulgare. Et c'est génial, c'est un challenge absolument merveilleux parce que les enfants, ça ne trompe pas. Les Exactement. enfants, les petits, les grands, les ados, en général, on ne peut pas les leurrer. Ils ne sont pas abîmés, entre guillemets, par la société. C'est-à-dire que si tu n'es pas pleinement là avec eux, si tu n'es pas dans l'instant présent à 1000%, ils ne vont pas te faire cadeau. Donc, c'est des exercices extrêmement intéressants dans lesquels j'y vais toujours régulièrement dans ma carrière avec beaucoup de joie parce que ça me remet, moi, à niveau. Ça m'oblige à me remettre de nouveau au 1000% de ma puissance. C'est génial d'enseigner aux enfants, franchement. Voilà. Tu feras 2 conférences à l'abbaye de Sylvanès, au centre culturel de rencontre avec plusieurs thèmes. Alors, du 8 au 12 mai, ce sera l'éternel féminin dans les chants bulgares. Alors, c'est pas des conférences, ça, c'est un stage de chant bulgare. Ça, c'est un stage de chant bulgare. Qui a une thématique, sur le féminin sacré. Le 13 et 14 mai, après le stage, je participe aux 2 journées de rencontres sur la transmission orale dans différentes cultures. Et moi, je vais parler forcément de la transmission orale en Bulgarie. Bah oui, et puis du 16 au 20 octobre, il y a la part du merveilleux, on voit les affiches à l'écran, la part du merveilleux dans les chants des Balkans. Oui. C'est magique. On a trouvé cette thématique avec Michel Volkovitsky, qui est le directeur du centre et du festival international de Sylvanès. Et avec lui aussi, il me pousse à chaque fois à trouver des challenges parce que là, tous les ans, il me demande de changer de thématique. Donc moi, ça m'oblige à chercher. Ça m'oblige à me mettre, de repousser encore plus les frontières et de trouver des thématiques qui sont peu ou pas beaucoup exploitées. Et donc là, le merveilleux, on l'a fait en 2023. Ça a superbement bien marché. Qu'on le refait cette année en y ajoutant des films. Voilà. Bien sûr, de Bulgarie et des pays des Balkans. Sur le merveilleux. Exactement. Voilà. Et alors, je voudrais juste dire que il y a des instruments de musique qui sont traditionnels et que tu fais jouer, du coup, tu emploies et dont tu parles souvent, surtout moi en tout cas dans le livre La Bulgare qu'on va parler tout de suite dans un instant, il y a le gaïda. La gaïda, c'est la cornemuse bulgare, oui. Ouais. Je sais pas si on va peut-être pouvoir les voir en images. Normalement, ça devrait. Ça ressemble beaucoup. Ça ressemble à une cornemuse avec une peau blanche. Oui, c'est ça. Alors, il y a des plus petites et des plus grandes. Il y a la kaba qui est plus aiguë, la Jura Gaïda, et la kaba très profonde, très grave, qui est des Rhodopes. Elle, c'est vraiment la typique bulgare, vraiment très impressionnante. Et alors voilà. Donc il y a la gaïda, la goedulka. Gadulka. Ah, et puis ça c'est le kaval. Ça c'est le kaval, ce qu'on voit. Ça c'est extraordinaire. C'est l'instrument le plus mystique des Balkans parce qu'on le joue aussi en Turquie, en Grèce, en Bulgarie et même au-delà de nos frontières. Ça c'est des tambouras qu'on voit, des instruments à cordes. La fameuse. Alors ici on appelle une darbuka. En bulgare, ça a d'autres noms. Il y a tarambuka. Tarambuka, voilà, exactement. Moi, c'est pas quelque chose qui est très, très connu, mais ça s'utilise quand même. Et ça, par contre, c'est l'instrument par excellence, la percussion la plus connue. Le tapan. C'est vraiment immense. Et c'est dans la famille des davoul. C'est le grand-père du davoul marocain qui a la même forme, mais qui est beaucoup plus petit. D'accord. On le joue en Turquie, en Grèce, bien sûr. En Bulgarie, c'est le plus gros, c'est le tapan. Le tapan. Ouais.
et le Zurna. La Zurna, c'est... La Zurna. La Zurna, elle fait vraiment concurrence au biniou de la Bretagne. C'est sûr et que- aux cornemuses, toutes confondues, tout style confondu, parce que c'est un tout petit instrument, mais extrêmement costaud et d'une puissance absolue, absolument incroyable. Si quelqu'un joue juste à côté de nous, on peut vraiment avoir un problème. Devenir sourd. Ah oui. C'est extrêmement puissant et ça se joue surtout en Pirin, qui est juste à la frontière avec la Macédoine du Nord. Il faut voyager, je vous dis, la musique, c'est génial. Et franchement, alors, Milena Jeliaskova, elle emmène au voyage. Et que ce soit musique ou littérature. Et là, on va attaquer tout de suite le roman La Bulgare, chez Hello Éditions. Et on va pas avoir peur des mots, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, ode à la Bulgarie, ode à la femme, ode à l'amour. Ce livre rare est très... on voit bien. Ce livre rare est une vraie respiration dans la littérature d'aujourd'hui. C'est rempli de suspense jusqu'à la dernière page. Et je dis bien la dernière page. 6 Français, un écrivain, un réalisateur, un biogéologue, un musicien, un ethnologue et un résident très énigmatique, reconnus dans leurs métiers respectifs, sont conviés en plein été par les mystérieux propriétaires du domaine privé de Balhara, complexe touristique de luxe au bord de la mer Noire, non loin de Varna, en Bulgarie. Balhara, c'est juste un domaine, hein, c'est pas un complexe. Voilà, c'est c'est une un maison, domaine. Juste peut-être 6 ou 7 chambres, pas plus. C'est pas Albédin qui est le complexe touristique. Cette terre, elle est pétrie de mythes et de légendes. Ça va faire ressurgir en eux des blessures du passé. Parallèlement, l'étrange disparition d'une femme se jetant dans la mer depuis les falaises du domaine, ainsi que l'arrivée de Radomir Christophe, Bravo. jeune inspecteur de police bulgare chargé de l'enquête, leur seront synonymes de révélation. Alors, le meilleur voyage n'est-il pas celui qui nous fait changer de regard? Quand on a lu ce livre, La Bulgare, franchement, on a ouvert les yeux. Milena, comment est né ce livre, La Bulgare? Waouh. Comment t'as fait? Comment t'as fait pour... Tu t'es dit, tiens, un jour, je vais commencer à écrire, bam, et... En fait, la littérature... le tout premier métier que je voulais faire depuis toujours, c'est être dans les lettres. Ma tante était dans les maisons, elle est toujours correctrice pour plusieurs maisons d'édition, mon grand-père aussi dans les éditions. Donc j'ai grandi entourée de livres, vraiment, mais que ce soit chez les grands-parents d'un côté de l'autre ou chez mes parents à moi, partout c'est des livres, des livres, des livres. Et j'ai fait donc des études de lettres. Je suis venue en France pour faire des études de lettres, pas de musique. J'ai fait de la littérature moderne, ce qu'on appelle des lettres modernes. Alors, les lettres modernes, ça va du 9e siècle jusqu'à nos jours. Ça, je ne le savais pas. Moi, je pensais que j'allais faire de la littérature vraiment moderne. Et au fait, au fur et à mesure des 3 premières années jusqu'à la licence, je ne savais pas encore où j'allais, jusqu'à tomber sur la légende arthurienne et les livres de Chrétien de Troyes, 12e siècle, et je suis tombée éperdument amoureuse de cette légende déjà, de l'écriture de Chrétien de Troyes, que je devais lire aussi en ancien français. Et alors là, une grande passion en moi est née pour la structure même qu'avait Chrétien de Troyes de créer les livres, c'est-à-dire il a un personnage par livre. Exact. Voilà, Yvain, il y a Perceval, voilà. Et c'était extrêmement intéressant de donner la parole à tour de rôle à tous ces personnages qui, comme un kaléidoscope ou un puzzle, où quand on les met à la fin tous ensemble, ça crée un tableau d'ensemble. Et Covid oblige, j'ai dû m'arrêter à voyager comme une dingue tout le temps. Ouais. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire là, un mois entier à la maison sans rien faire du coup, j'ai fait des formations, j'ai lu beaucoup, etc. Et petit à petit, en moi a émergé l'envie de me frotter à l'écriture, quelque chose dont je rêvais, mais que je n'ai jamais osé faire. À part à la faculté, bien sûr, où je devais écrire mes mémoires de DEA. Enfin, à l'époque, on disait DEA, maintenant c'est Master 1, Master 2 et tout ça. Oui, donc, je me suis dit, je veux écrire un roman, mais bien sûr, il faut que ça parle de la Bulgare.
il va être construit à la manière de la légende arthurienne, c'est-à-dire avec des personnages où dans chaque chapitre, on va entendre leur voix personnelle. C'est ça. Et le summum, c'est que, alors, c'est au-delà d'être une ode à la Bulgarie. On va parler des personnages dans un instant. Tes mots nous emmènent, je l'ai dit, en voyage à travers le pays, sur ses côtes, dans son cœur, dans ses voix, parce qu'on les entend, et dans son âme. C'est une découverte et c'est un roman policier aussi. Oui. Et pourquoi avoir choisi d'y jouer un polar ? Alors, je sais pas si on peut l'appeler polar, tu crois ? Oh, polar, oui, parce que, en fait, le lecteur, quand il avance à chaque page, il prend ses petites notes, il dit mais où est-ce qu'elle m'emmène ? Mais en fait, il y a un petit détail, et puis un autre, et puis un autre. Et puis, en fait, on a juste envie de se dire, tiens, il m'intéresse ce personnage, j'aimerais bien le retrouver, où est la suite ? Et en fait, tout le monde arrive à la fin, et je ne dirai pas la fin. Alors, pourquoi polar ? Parce que j'adore les polars. Ouais. Alors, je suis une fan absolument inconditionnelle d'Agatha Christie et de Patricia Wentworth, qui était antérieure à Agatha Christie et qui a créé le personnage de Miss Silver, qui a inspiré, il paraît, Miss Marple. Miss Marple. Voilà, donc j'ai énormément lu ça. Et puis, j'adore Raymond Chandler, j'adore les polars, tout simplement. Et puis, c'est des poids lourds. Oui, et je me suis dit, comment parler de légendes bulgares ou des choses qui se passent en Bulgarie ou de l'histoire bulgare sans être barbante, sans ennuyer les gens. Je me suis dit, je vais créer un polar avec une intrigue qui démarre au départ du livre, une jeune femme qui se jette des falaises, donc ça c'est directement au prix d'une légende bulgare. Hein. Et hop, je vais mettre des couleurs différentes avec ces personnages français qui chacun par le biais de son métier va nous parler de la Bulgarie. Et tu parles justement des légendes. Les légendes, ça fait vraiment partie intégrante de la culture bulgare. C'est ce que je remarque de plus en plus. Et même dans ton livre, on le revoit. On le voit, c'est très important, les légendes. Très présent. Hein. Oui, alors moi je dirais que les légendes sont constructives de nous, de tous les peuples. Hein. Même en France, il y en a plein qui sont magnifiques. Mais c'est vrai que très souvent, on en parle et sont détenus par... En tout cas au niveau de la musique, je ne veux pas faire des généralités, mais au niveau de la musique, par les chanteurs et porteurs des musiques traditionnelles. On est très liés avec ça, parce que les chants traditionnels sont liés aux légendes, aux contes, aux mythes. Tout ça, c'est imbriqué. Et c'est mon personnage Naël qui nous parle de tout ça. Et oui, la Bulgarie est pétrie de légendes. Pendant très longtemps, on a été occupé par les Ottomans, pendant 5 siècles. L'écriture bulgare est arrivée assez tardivement, donc au Xe siècle. Donc on n'a pas commencé véritablement à être indépendant, pas avant la libération des Ottomans, c'est-à-dire il n'y a même pas 2 siècles. En 1878. Donc pendant tout ce temps, on a énormément nourri notre identité, notre culture, tout ça par la transmission des rituels, des légendes, des contes. Et les chants traditionnels ont énormément contribué à la sauvegarde de cette même identité des Bulgares encore aujourd'hui. Tu me parlais de Naël et de son identité. Moi, il y a un extrait que j'aime bien. En fait, c'est Naël qui fait un exposé. Ça commence. Elle a terminé son exposé tout en rangeant son cahier et son stylo et s'est levée pour partir. Le directeur du département a fini par retrouver l'usage de la voix pour formuler la question qui nous brûlait tous la langue. Comment faites-vous ? Elitsa s'est retournée avec un calme absolu dans lequel ne pointait nulle condescendance et le sourire lumineux qui a étiré ses lèvres nous a éblouis. Je ne fais rien de spécial. J'ai juste un pied dans le Pirin, l'autre dans le Shopsko. Ma foi est sur le mont Rila. Mes bras embrassent les Rhodopes et la Severniachka. Mon esprit se balade tour à tour dans Dobruja et dans Stranja. Mon cœur appartient à la trace. Je suis riche non pas d'études interminables, abstraites et chronophages. Je suis riche des chants et des rites de mon pays, de mes racines et de la vie que mon clan m'a insufflée. Je chasse les jours sales, tous les ans, à l'instar des coqueries. Je célèbre le solstice d'hiver et celui d'été avec mes aïeules sorcières. Je danse sur les braises quand le sommeil me fuit et je m'envole loin de tout être qui ne me respecte pas.
Je remercie chaque matin l'univers de m'avoir fait naître bulgare. Et j'honore inlassablement la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie pour que je puisse vivre la mienne aujourd'hui. Je me dis chaque soir, en me couchant, que ce que j'ai accompli pendant la journée pour faire connaître mon pays à travers le monde n'est encore pas assez, tout en étant une goutte indispensable à l'océan. Je remercie le ciel et tous les dieux que mes ancêtres ont honorés à travers les siècles, de veiller sur moi à chaque instant et de me faire garder la tête haute face à l'adversité, tout en me préservant d'un excès d'orgueil. Sur ce, elle nous a salués et a quitté la pièce. Elitsa, quel personnage! Et alors, on croirait, c'est presque une autobiographie quand elle parle, non? Est-ce que je me trompe? Ouais. C'est moi qui parle, là, c'est sûr. C'est vrai que mes personnages féminins dans le roman me ressemblent plus ou moins, mais c'est vrai que là, pile dans l'extrait que tu choisis, je te remercie infiniment de l'avoir fait. C'est vraiment moi, oui. J'aurais pu le dire un jour, si je meurs, quelqu'un le lira sur ma tombe. C'est presque mon... Voilà, mon... j'existe pour ça, voilà. Le plus tard possible. C'est donc alors une ode, je l'ai dit, à la femme bulgare sur plusieurs thèmes: la femme, l'amour, la musique, la danse, la nature, les légendes, l'histoire, la magie, la mémoire, la langue bulgare, non sans humour. Franchement, on apprend du vocabulaire bulgare, il faut vraiment lire ce livre. La place de la femme, elle est importante en Bulgarie. Oui. Alors, officiellement, et comme on en parle de point de vue anthropologique, etc., c'est une société patriarcale, à l'instar de beaucoup de pays dans les Balkans, etc. Ce qu'on ne dit pas, c'est ce qui se voit moins, mais qui en a un moins là. C'est que la femme, si elle n'était pas là, cette société patriarcale, elle n'existerait pas, tout simplement. Et puis, on dit chez nous, si l'homme est la tête de la société, de la famille et donc de la société, et sa femme en est le cou. Exactement. Et une tête, elle fait quoi? S'il n'y a pas de cou, voilà, je pense que tout est dit. L'adage populaire, encore une fois, parle 1000 fois mieux de ce que le peuple croit véritablement, plutôt que les analyses scientifiques, historiques et autres. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, parce que c'est vrai que cette expression, si l'homme en est la tête, la femme en est le cou, et ça, franchement, c'est un mur. J'ai des amis grecs qui m'ont dit la même chose, en Grèce on dit la même chose, et c'est vrai que c'est des pays qui sont réputés un peu macho, voilà, mais la vérité, elle est là, c'est que... C'est en fait, même si l'homme compte aussi, mais si la femme n'est pas là, c'est un duo. Énormément, en fait. Et au fait, il n'y a pas vraiment une grosse opposition, ou comme on voudrait nous le faire croire, entre le masculin et le féminin. Non. C'est vraiment des sociétés... bon, j'idéalise pas, mais en tout cas, on essaye de vivre vraiment en paix, quoi. Surtout qu'avant la chute du mur, si je ne m'abuse... tous les pays du pacte de Varsovie, en fait, mettaient les femmes et les hommes au même niveau. En tout cas, pendant le communisme, c'était vraiment ça. Il y avait des choses négatives, c'est sûr. Il y a des zones d'ombre, mais il y avait aussi énormément de choses que de nos jours, on en rêverait dans une société de civilisation occidentale un peu plus avancée, on va dire. Mais en fait, nous, on a connu vraiment l'égalité salariale. Voilà. Après, bon, il ne faut pas idéaliser non plus. C'est un sujet beaucoup trop complexe. Oh là là, il faudrait faire des conférences. Parlons, oui. On m'invite maintenant, à travers la Bulgare, à parler de la Bulgarie. Exactement. Parlons un peu, et il faut aller voir les conférences. Allez sur le site milenajlaskova.com. Vous allez voir, il y a plein, le programme est immense, incroyable. On va parler un tout petit peu des personnages. Qui est cette femme qui s'est jetée des falaises? Qui est Albena, cette femme apparue soudainement à Rado, cet inspecteur de police de Varna? Qui est Baya Boyana, cette gouvernante au cœur si grand? Qui est ce vieux bulgare au chapeau? Chaque personnage, du principal au plus petit, est une aventure à travers leurs écritures, leur langage et leurs sentiments. Chacun écrit différemment. Ils nous étonnent à chaque moment. Ces 6 Français experts dans leur domaine ignorent comme le lecteur ce qui les attend. Énigmes, enquêtes, réflexions, mise en abîme. Le suspense reste entier jusqu'à la dernière page. Je dirais même que c'est un vrai délice. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour la création de ces personnages, en quelques mots, au carrefour de l'Orient et de l'Occident? Au fait, ce que je voulais surtout, c'est de faire connaître mon pays à travers le regard
d'étrangers. Et quel étranger? Surtout français, puisque j'habite en France. Donc c'est le regard des Français, moi, que je connais sur la Bulgarie le plus. Et chacun d'eux a un regard spécifique, parce qu'on est tous différents, parce qu'ils ont des métiers différents qui les prédisposent à des structures mentales différentes, et puis tout simplement, chacun naît avec un caractère bien différent. Donc ce que je voulais, c'est leur donner la parole à chacun pour qu'ils puissent, par leur propre réflexion, arriver tout seul à la conclusion pourquoi la Bulgarie tient une place aussi immense dans leur vie. Et effectivement, je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que c'est dévoiler l'intrigue, enfin la chute de l'intrigue policière, je ne peux pas en parler beaucoup plus. Mais, non, on ne parlera pas. Mais en tout cas, voilà, les gens qui les accueillent en Bulgarie, oui, Baia Buyana, le vieux au chapeau sur la nécropole de Varna, c'est des personnages un peu mystiques, je peux le dire. De toute façon, ça se sent assez vite dans le roman. C'est impressionnant. Et puis il y a un autre personnage, c'est le Cavale. Oui. Et ça, je vous laisse le plaisir de le découvrir. J'en citerai juste quelques-uns. Le joueur de cavale est le messager du grand souffle. Le joueur de cavale ne fait pas seulement de la musique, il honore un rite ancien en pratiquant un culte. Le souffle du joueur de cavale participe au grand souffle qui anime toute chose en le mettant à sa disposition. Il s'anime aussi lui-même. C'est une véritable énigme. Il faut absolument l'avoir et dans la bibliothèque et le lire. On parlerait des heures avec, merci Jérôme, on a déjà réussi à avec dire pas nos mal invités. de choses. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Milena. Je rappelle ton livre La Bulgare chez Hello Éditions. Je rappelle le 11 avril à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône pour une conférence sur la musique bulgare au carrefour de l'Orient et de l'Occident à travers les personnages du roman La Bulgare avec l'Université du Temps Libre. Et puis rendez-vous sur scène en concert avec Balkan et aussi André Manoukian la semaine prochaine, le 5 avril à Grande-Synthe dans le département du Nord au Palais du Littoral, mais aussi le 4 mai à Coutances dans la Manche au Festival Jazz sous les Pommiers ou encore le 5 juillet prochain à Guebwiller dans le Haut-Rhin. On remercie Irena Bilic qui a dû nous quitter parce que justement elle fait le festival L'Europe autour de l'Europe du 2 au 15 avril dans les salles parisiennes. Allez-y, c'est un immense festival. Allez voir des films, allez à la rencontre des réalisateurs et des producteurs, profitez-en. La semaine prochaine, Bienvenue à l'Est va encore évoluer sous un nouveau format avec de nouveaux journalistes jusqu'à la fin de la semaine. Comment dirais-je, de la saison, je veux dire même. Merci beaucoup Eric à la réalisation. C'était Bienvenue à l'Est. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une superbe semaine et de joyeuses Pâques. Où que vous soyez sur la planète, rendez-vous vendredi prochain de 19h à 20h30 dans Bienvenue à l'Est en direct sur Armada. Ciao!